Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons maintenant nous intéresser au deuxième volet de ces deux chapitres sur les solutions aqueuses. Après les réactions acido-basiques, nous allons parler des réactions d'oxydoréduction. On ira d'abord définir ce qu'est un couple d'oxydoréduction, ce qui nous permettra d'aboutir aux réactions d'oxydoréduction. On définira ensuite le potentiel redox d'un couple d'oxydoréduction qui nous permettra à terme de prévoir les réactions d'oxydoréduction. Pour ce qui est du couple d'oxydoréduction, de la notion de couple d'oxydoréduction, on va aller voir la définition et puis reparler d'un concept qu'on a déjà vu qui est le nombre d'oxydation. Alors, qu'est-ce qu'un couple d'oxydoréduction ? Un oxydant, c'est une espèce susceptible de capter un ou des électrons. Un réducteur, c'est une espèce susceptible de perdre un ou des électrons. Vous voyez que c'est le même concept que le formalisme qu'on avait pour les acides et les bases, sauf qu'à la place de protons, on va échanger des électrons. L'oxydant va alors en quelque sorte jouer le rôle de base, la base gagner des protons, et puis le réducteur sera le pendant de l'acide, puisque le réducteur perd des électrons, comme l'acide perdait des protons. Le formalisme d'un équilibre d'oxydoréduction, eh bien c'est un oxydant qu'on note OX en équilibre avec un réducteur RED qui échange donc N électrons. Éventuellement, quand on l'appliquera à des cas concrets, on pourra avoir des coefficients stoichiométriques devant l'oxydant et devant le réducteur. L'oxydant et le réducteur sont dits conjugués, ils forment un couple d'oxydoréduction qu'on note toujours par convention l'oxydant / le réducteur, avec l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Et ce couple d'oxydoréduction va être appelé couple redox. Une oxydation, c'est une perte d'électrons, une réduction, c'est un gain d'électrons. Ainsi, lorsqu'on passe du réducteur à l'oxydant, on effectue une oxydation, et lorsqu'on passe de l'oxydant au réducteur, on effectue une réduction. On va également dire que le réducteur est la forme réduite du couple redox, et que l'oxydant, c'est la forme oxydée du couple redox. Dernière chose, mais c'est une chose fondamentale, pour qu'il y ait oxydation ou réduction, c'est-à-dire pour qu'il y ait échange d'électrons, il est nécessaire qu'au moins un élément constitutif de l'espèce change de nombre d'oxydation. On va donc revenir sur la notion de nombre d'oxydation, puis on illustrera la phrase que je viens d'énoncer. Alors, j'ai remis ici la définition du nombre d'oxydation, et je rappelle que la somme des nombres d'oxydation dans un édifice, c'est égal à la charge de l'édifice. On va redonner quelques exemples. Le premier exemple avec l'ion ClO4-, dont je représente ici la structure de Lewis, une des structures de Lewis puisqu'on peut avoir différentes formules mésomères. L'oxygène est plus électronégatif que le chlore. Ainsi, je vais considérer, lorsque je considère mes liaisons comme purement ioniques, que l'oxygène va prendre à lui l'ensemble des électrons des liaisons chlore-oxygène. Je me retrouve donc avec un formalisme avec le chlore sans électrons de valence et chaque oxygène avec 4 doublés, donc 8 électrons de valence. Si je compare au cas des atomes isolés, le chlore, lorsque c'est un atome isolé, a 7 électrons de valence, l'oxygène 6 électrons de valence. Je vais alors trouver que le nombre d'oxydation du chlore c'est plus 7, puisque dans l'entité, les liaisons étant considérées comme purement ioniques, j'ai un déficit de 7 électrons par rapport à l'atome isolé. Pour l'oxygène, chaque oxygène a un nombre d'oxydation de moins 2, puisqu'il y a un excès de 2 électrons pour chaque oxygène par rapport aux 6 électrons de valence de l'atome isolé. Autre exemple avec NH3, là encore je vous donne la représentation de Lewis. Il se trouve que l'azote est plus électronégatif que l'hydrogène. Ainsi, si j'applique le même formalisme, c'est l'azote qui va emmener à lui les électrons si je considère mes liaisons comme purement ioniques. Je vais retrouver un azote avec 4 doublés, donc 8 électrons de valence, et chaque hydrogène avec 0 électron de valence. À l'état d'atome isolé, l'azote a 5 électrons de valence, l'hydrogène un seul. Je peux donc calculer les nombres d'oxydation dans cette entité NH3. Pour l'azote, c'est moins 3, excès de 3 électrons par rapport à l'azote isolé. Pour chaque oxygène, c'est plus 1. Dans ces deux exemples, de ClO4- et de NH3,
Je vérifie que la somme des nombres d'oxydation correspond bien à la charge de l'espèce, ça me permet de vérifier mon calcul. C'est trivial pour NH3, le nombre d'oxydation de l'azote est moins 3, le nombre d'oxydation de chaque hydrogène est plus 1. Comme j'ai 3 hydrogènes, ça fait moins 3 plus 3, et c'est donc 0, qui est bien la charge de l'ammoniac NH3. Pour ClO4-, j'ai 4 oxygènes avec un nombre d'oxydation de moins 2. 4 fois moins 2, ça fait moins 8, plus 7 pour le nombre d'oxydation du chlore. J'ai bien une charge pour l'entité de moins 1. Je vous donne un troisième exemple avec le cas de H2CO, qui est la molécule de méthanal, dont je vous donne la représentation de Lewis ici. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, et le carbone est légèrement plus électronégatif que l'hydrogène. J'applique le même formalisme. Dans les liaisons carbone-hydrogène, c'est le carbone qui attire à lui les électrons, et qui va emmener à lui les électrons si je considère les liaisons comme purement ioniques, alors que dans la double liaison carbone-oxygène, c'est l'oxygène qui va emmener à lui les électrons. Je me retrouve donc avec des hydrogènes sans électrons de valence, un carbone avec 4 électrons de valence puisqu'il a 2 doublés, et un oxygène avec 8 électrons de valence puisqu'il a 4 doublés. Si je compare au cas des atomes isolés, j'ai déjà rappelé pour l'oxygène 6 électrons de valence, l'hydrogène 1 électron de valence, et je vous rappelle pour le carbone que dans le cas de l'atome isolé, il a 4 électrons de valence. Alors, je vais trouver que le nombre d'oxydation du carbone dans l'entité H2CO, c'est 0. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Et le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est plus 1. Alors, si vous regardez sur les 3 exemples que je viens de donner ici, ainsi que sur les exemples que j'avais donnés dans le chapitre 4 d'architecture moléculaire lorsque j'avais parlé du nombre d'oxydation, on trouve à chaque fois un nombre d'oxydation de moins 2 pour l'oxygène et de plus 1 pour l'hydrogène. En fait, on va généraliser ça dans la grande majorité des composés, et je vais dire quand est-ce que ça ne va pas marcher, mais dans la très grande majorité des composés, le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est plus 1, et le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. On en déduit le nombre d'oxydation des autres atomes, juste en utilisant le fait que la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'espèce. Ça a un avantage certain, c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire la représentation de Lewis, qui est le petit passage difficile dans ce formalisme du calcul du nombre d'oxydation en considérant les liaisons comme purement ioniques. Alors prenons un exemple avec l'ion hydrogénosulfate HSO4-, même si je ne connais pas la représentation de Lewis et si j'arrive pas à la trouver, eh bien je peux déterminer le nombre d'oxydation du soufre. En fait, j'ai le nombre d'oxydation du soufre plus celui de l'hydrogène plus 4 fois celui de l'oxygène, puisque j'ai 4 oxygènes dans cet ion, qui doit être égal à moins 1. En posant que le nombre d'oxydation de chaque oxygène est moins 2 et que le nombre d'oxydation de l'hydrogène ici est plus 1, eh bien je trouve que le nombre d'oxydation du soufre, plus 1 moins 8, doit être égal à moins 1, donc que le nombre d'oxydation du soufre doit être égal à plus 6. Avec cette méthode, très facilement, on peut trouver pour n'importe quel élément, dès lors qu'il est lié à des oxygènes et des hydrogènes, son nombre d'oxydation. Alors quand est-ce que ça ne va pas marcher ? En fait, vous voyez que dans tous les exemples que j'ai pris, l'oxygène attirait toujours à lui l'ensemble des électrons, se retrouvait toujours avec 4 doublés non liants, parce qu'il est très électronégatif. Ça ne va pas marcher quand il sera lié à un atome plus électronégatif que lui. Or, dans la classification périodique, il n'y a que le fluor qui est plus électronégatif que l'oxygène. Donc si on a des liaisons oxygène-fluor, ça ne va pas marcher. Le nombre d'oxydation de l'oxygène ne sera pas égal à moins 2. Ça ne va pas marcher non plus lorsque l'oxygène sera lié à un autre oxygène. Prenons un exemple, la molécule H2O2, le peroxyde d'hydrogène, qui est l'eau oxygénée en solution aqueuse. Eh bien, si je fais le même formalisme, ma liaison oxygène-oxygène, si je la considère comme purement ionique, étant donné que l'électronégativité est strictement la même pour les deux atomes d'oxygène, je ne peux pas dire que c'est l'un ou l'autre qui va emmener les électrons. Je vais alors séparer les deux électrons de ma liaison en disant que chaque oxygène en amène un. Et alors, dans cette entité, je vais dire que le nombre d'oxydation de l'oxygène va être égal à moins 1. Mais si on n'a ni liaison oxygène-oxygène, ni liaison oxygène-fluor, alors le nombre d'oxydation de l'oxygène sera toujours égal à moins 2. Avec un raisonnement un peu analogue, on voit en fait que l'hydrogène aura un nombre d'oxydation de plus 1 dès lors qu'il sera lui lié à un atome plus électronégatif que lui, ce qui est généralement le cas quand il est lié au carbone, l'oxygène, l'azote, le fluor, etc., etc.
eh bien, il est lié toujours à un atome plus électronégatif que lui. Dans ce cas-là, c'est l'autre atome qui va emmener l'électron de l'hydrogène, et l'hydrogène se retrouvera toujours avec 0 électron de valence, soit 1 de moins que dans l'atome isolé. Le nombre d'oxydation de l'hydrogène peut être différent de plus 1 si jamais il est lié à un atome moins électronégatif que lui. Mais dans ce cas-là, on vous préciserait qu'il est lié à un atome moins électronégatif que lui. Suivant le composé dans lequel il est considéré, un élément peut prendre de très nombreuses valeurs de nombre d'oxydation. Je vais illustrer cette notion avec les nombres d'oxydation de l'azote sur des petites molécules azotées. On voit qu'on a un nombre d'oxydation pour l'azote dans ces entités, que ce soit des molécules ou des ions, qui peut varier de -3 à +5, en passant par -2, -1, 0, 1, 2, 3 et 4. Alors, un point fondamental. On ne définit pas de nombre d'oxydation pour l'entité globale, mais on définit des nombres d'oxydation pour chaque élément constitutif de l'entité. Ici, c'est bien le nombre d'oxydation de l'azote dans chaque entité que je considère. Je regarde par exemple la molécule HNO2 qui est dans la colonne +3, c'est bien l'azote dans la molécule de HNO2 qui a un nombre d'oxydation de +3. Mais je ne peux pas définir un nombre d'oxydation pour l'entité HNO2. Ça n'a pas de sens. Alors, entraînez-vous à trouver les nombres d'oxydation sans représentation de Lewis. Vous avez ici 12 espèces sur lesquelles vous pouvez vous exercer. Je vous rappelle ce que j'ai dit diapositive précédente. On considère que le nombre d'oxydation de chaque oxygène est de -2, que le nombre d'oxydation de chaque hydrogène est de +1 dans les entités, et comme la somme des nombres d'oxydation doit être égale à la charge de l'édifice, on en déduit facilement le nombre d'oxydation de l'azote dans chaque édifice. Juste pour les composés dans lesquels on a plusieurs azotes, c'est le cas pour H2N, NH2, N2 et N2O, il faut dire en plus que chacun des atomes d'azote a le même nombre d'oxydations. J'illustre sur la molécule H2NNH2, eh bien, je vais dire que, comme j'ai 2 azotes, 2 fois le nombre d'oxydation de l'azote plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène est égal à 0, puisque 0, c'est la charge de l'édifice. Je dis que le nombre d'oxydation de chaque hydrogène, c'est +1, et donc je me retrouve avec 2 fois le nombre d'oxydation de l'azote égale -4, et donc le nombre d'oxydation d'un azote dans l'entité que je suis en train de considérer, c'est -2. Alors, je remets la phrase que je vous avais donnée tout à l'heure. Pour qu'il y ait échange d'électrons, il faut qu'au moins un élément constitutif de l'espèce change de nombre d'oxydation. Et j'ai mis entre parenthèses le « au moins » parce que souvent ce sera juste un élément constitutif de l'espèce qui va changer de nombre d'oxydation. Plus le nombre d'oxydation de l'élément considéré dans une entité donnée est élevé, et plus l'élément est oxydé, c'est-à-dire que l'entité est oxydante. Par exemple, HNO3 et NO3- sont des espèces oxydantes. Et dans ces espèces, eh bien, l'azote est fortement oxydé. A l'inverse, plus le nombre d'oxydation de l'élément considéré, c'est-à-dire ici l'azote dans une entité donnée, est faible, et plus l'élément est réduit. L'entité va être dite réductrice. NH3 et NH4+, sont par exemple des espèces réductrices, et dans ces espèces, l'azote est sous une forme très réduite. Pour terminer sur cette histoire de nombre d'oxydation, lorsque le nombre d'oxydation d'un élément augmente, on dit qu'il subit une oxydation, il perd donc des électrons. Lorsque le nombre d'oxydation d'un élément diminue, il subit une réduction, il gagne donc des électrons. Et on a dit, et c'est encore écrit, que pour qu'il y ait échange d'électrons, il faut des variations de nombre d'oxydation. En fait, la valeur absolue de la variation du nombre d'oxydation de l'élément que je suis en train de regarder est égal au nombre d'électrons transférés. Ce qu'on vient de dire va donc nous servir à écrire des réactions d'oxydoréduction. Dans les réactions d'oxydoréduction, dans ce chapitre réaction d'oxydoréduction, on va aller voir l'obtention des demi-équations redox, puis l'obtention des réactions redox. Obtention des demi-équations redox, il va s'agir en fait d'obtenir les équations oxydant plus n électrons donne réducteur. Et puis ensuite, on éliminera les électrons pour écrire ce qu'on appelle les équations redox, et plus les demi-équations. Pour les demi-équations, il y a 2 méthodes.
première méthode que je vous présente, on va commencer par équilibrer l'élément chimique oxydé ou réduit. Placer les électrons en fonction des nombres d'oxydation, équilibrer les charges avec des ions H+, ou H3O+, ou éventuellement si le milieu est basique, ce qui est moins fréquent, j'illustrerai les méthodes d'obtention des demi-équations d'oxydoréduction uniquement au milieu acide. Et puis on finira par équilibrer les H et les O avec des molécules d'eau. Deuxième possibilité, ça va ressembler. On va d'abord équilibrer l'élément chimique oxydé ou réduit, c'est donc la même chose, puis équilibrer l'élément oxygène avec des molécules d'eau. Ensuite, équilibrer l'élément hydrogène avec des ions H+, ou des ions H3O+. Et on finira par équilibrer la charge. On écrira l'électroneutralité de demi-réaction avec des électrons. On va, sur des exemples, comparer ces deux méthodes. Une petite remarque tout de même de notation. Dans la première méthode, au troisième point, je dis qu'on peut équilibrer les charges avec des ions H+, ou H3O+. Même chose dans la deuxième méthode, au troisième point. J'ai déjà dit que l'ion H+, n'existe pas en solution aqueuse. Il donne donc, en captant une molécule d'eau, l'ion H3O+, qui va ensuite être hydraté. Et donc, il faudrait écrire H3O+, aqueux. Lorsque je vais équilibrer des demi-équations d'oxydoréduction, il va être plus simple d'équilibrer avec des H+, que des H3O+. On va voir tout de suite, ça se fait très bien avec des H3O+, mais ça rajoute une étape supplémentaire. Donc on se permet, uniquement en oxydoréduction, d'écrire H+ aqueux en ayant bien à l'esprit qu'il s'agit en fait de l'ion H3O+, mais c'est de manière à ne pas alourdir les notations qui vont être déjà des notations soutenues lorsque l'on va équilibrer les demi-équations d'oxydoréduction. Alors je vais illustrer mes méthodes avec d'abord l'équation entre Fe3+, et Fe2+, puis Cl2, Cl-. On va voir pour ces deux exemples que les méthodes vont être strictement équivalentes. On ira voir d'autres exemples où on discutera de l'avantage ou de l'inconvénient de l'une ou l'autre des méthodes. Pour équilibrer la réaction de demi-équation d'oxydoréduction entre Fe3+, et Fe2+. Le premier point dans les deux méthodes est d'équilibrer l'élément chimique oxydé ou réduit. Ici, j'ai un élément fer à gauche, un élément fer à droite, donc je n'ai pas besoin de l'équilibrer. Ensuite, si je prends la première méthode, la méthode donc à gauche écrite en bleu, je place des électrons en fonction du nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation, pour Fe3+, il est directement égal à la charge de l'entité. Pour Fe2+, pareil, le nombre d'oxydation est directement égal à la charge de l'entité, puisqu'on n'a pas de liaison avec d'autres éléments. Donc si d'un côté, j'ai un nombre d'oxydation de +3 et de l'autre côté un nombre d'oxydation de +2, je rajoute un électron du côté de Fe3+. Le nombre d'oxydation diminue de Fe3+ à Fe2+, ça veut bien dire qu'on effectue une réduction en passant de Fe3+ à Fe2+. Les électrons doivent être donc du côté de Fe3+. Ensuite, équilibrer les charges avec des ions H+, ou des ions H3O+, et équilibrer les H et les O avec des molécules d'eau, là, ça ne concerne pas cette demi-équation d'oxydoréduction, puisqu'on n'a ni H ni O. L'autre méthode serait donc strictement équivalente pour équilibrer la demi-équation d'oxydoréduction entre Fe3+, et Fe2+. Je commencerai par équilibrer l'élément chimique oxydé-réduit, donc 1 et 1. Je ne m'occuperai pas des étapes 2 et 3 puisque je n'ai ni oxygène ni hydrogène. Et j'arriverai à l'étape 4 où j'équilibrerai juste la charge. L'avantage de cette méthode, c'est donc que je n'ai pas besoin de calculer le nombre d'oxydations. Certes, mais calculer un nombre d'oxydations quand vous avez Fe3+, et Fe2+, c'est trivial. Donc les deux méthodes se valent totalement. Exemple de Cl2, Cl- qui va permettre d'illustrer en fait la première étape de chacune des méthodes, équilibrer l'élément chimique oxydé ou réduit. Ici, j'ai Cl2 qui va être mon oxydant, on va le vérifier par la suite, et Cl- qui va être mon réducteur. Il faut que j'équilibre mon élément chlore. Donc je vais commencer par mettre 2 Cl- à droite. Ensuite, si j'utilise la méthode décrite à droite, les étapes 2 et 3 ne se prêtent pas ici puisque je n'ai ni oxygène ni hydrogène. Je finis par équilibrer la charge avec des électrons. Pour ça, il faut que je place 2 électrons
du côté de Cl2 et je vois ici alors que Cl2 est l'oxydant puisque c'est l'espèce susceptible de capter un électron et que Cl-, c'est le réducteur puisque c'est l'espèce susceptible de libérer des électrons. Si on passe par la méthode de gauche écrite en bleu, pour Cl2, chaque chlore a pour nombre d'oxydation 0 et Cl- a pour nombre d'oxydation -1. Chaque atome de chlore de Cl2 doit capter un électron pour se transformer en Cl-, et comme on a 2 atomes de chlore, il y a un échange global de 2 électrons. Je vais prendre un autre exemple en travaillant sur la première des méthodes que je vous avais présentées. L'exemple, ça va être d'équilibrer la demi-équation d'oxydoréduction entre Cl2 et ClO-. Je commence par équilibrer l'élément chimique oxydé ou réduit. Donc comme j'ai 2 chlores d'un côté, il faut mettre 2 ClO-. Ensuite, je place les électrons en fonction des nombres d'oxydation. Dans Cl2, le nombre d'oxydation de chaque chlore, c'est 0. Dans ClO-, le nombre d'oxydation du chlore, c'est +1. Et donc, comme il y a 2 ClO-, j'écris 2 fois +1. Ici, avant même de placer les électrons, eh bien, je vois que ClO- va être mon oxydant et Cl2 va être mon réducteur, étant donné les valeurs des nombres d'oxydation. Donc quand j'ajoute les électrons vont être du côté de ClO-. J'ai pris cet exemple et je l'ai écrit comme ça avec Cl2 à gauche et ClO- à droite, juste pour que vous voyez qu'on n'écrit pas toujours l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Il faut faire attention. Et en regardant les nombres d'oxydation, on peut savoir comment s'échangent les électrons et quel est l'oxydant et quel est le réducteur. Pour terminer, j'équilibre, troisième point, les charges avec des ions H+, ou H3O+. J'en ai déjà parlé, je vais préférer équilibrer les charges avec des H+, c'est plus facile pour l'écriture. Donc, dans ma partie de gauche, Cl2, c'est non chargé. Dans ma partie droite, j'ai 2 charges moins pour ClO-, pour 2 ClO-, et j'ai 2 électrons, chaque électron étant chargé moins. Il va donc falloir que j'ajoute 4 H+. Enfin, j'équilibre les H et les O avec des molécules d'eau. Donc ici, si je reprends mon équation, eh bien j'ai 2 oxygènes à droite et 4 hydrogènes. Il faut donc que j'ajoute à gauche 2 molécules d'eau. L'intérêt de cette méthode, en fait, c'est d'une part, qu'en passant par le nombre d'oxydation, vous ne vous trompez pas sur quelle est l'entité réductrice, quelle est l'entité oxydante. Et vous ne vous trompez pas sur de quel côté placer les électrons. Deuxième intérêt, c'est qu'à la fin, il faut, lorsque vous essayez de placer des molécules d'eau, eh bien que vous ayez d'un côté un nombre d'oxygène et un nombre d'hydrogène qui fassent que vous pouvez placer une molécule d'eau, ou 2 molécules d'eau, ou 3 molécules d'eau, ou 4 molécules d'eau. Mais par exemple, si vous vous retrouvez à devoir placer 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène dans la dernière étape, ça c'est pas possible avec la stéchiométrie de H2O, et ça vous montre que vous vous êtes trompé quelque part. Quelque chose de fondamental sur cet exemple. Vous voyez que les électrons sont du côté de l'espèce chargée moins. Les électrons, ils servent à compenser la différence de nombre d'oxydation et pas la différence de charge. Ce sont bien les H+, qui servent pour respecter l'électroneutralité et pas les électrons. Alors, la dernière équation, je peux éventuellement l'écrire avec des H3O+, pour avoir une écriture un petit peu plus juste. Dans ce cas-là, eh bien, je transforme mes H+, en H3O+. Comme chaque H+, capte une molécule d'eau, de l'autre côté, il faut que je rajoute 4 molécules d'eau ici, puisque à droite, j'avais 4 H+. Encore un exemple de manière à illustrer l'autre méthode. Je vais illustrer sur l'exemple de Cr2O7 et de Cr3+. Si j'équilibre l'élément chimique oxydé ou réduit, eh bien, je vais devoir mettre 2 Cr3+. Ensuite, si j'équilibre l'élément oxygène avec des molécules d'eau, je vais devoir rajouter, puisqu'à gauche j'ai 7 atomes d'oxygène, eh bien à droite je vais devoir rajouter 7 molécules d'eau. Ensuite j'équilibre l'élément hydrogène avec des ions H+, puisque j'ai 14 hydrogènes à droite, eh bien je vais devoir mettre 14 H+. Et enfin, j'équilibre la charge avec des électrons E-. Au niveau de la charge, eh bien d'un côté j'ai 2-
et 14 plus, ce qui nous fait 12 plus pour la partie de gauche. Et à droite, j'ai 6 plus. Il va donc falloir ajouter 6 électrons à gauche pour avoir de chaque côté une charge 6 plus. Alors vous pouvez penser que cette méthode est plus rapide et vous n'avez pas besoin de calculer le nombre d'oxydations. C'est vrai, c'est plus rapide, mais je vous mets en garde dans cette méthode, si jamais vous vous trompez, vous pouvez éventuellement placer les électrons du mauvais côté et puis vous n'avez pas moyen de vérifier à la fin que ça colle, alors que dans l'autre méthode, pour être sûr que ça colle, il faut que vous ayez une molécularité avec H2O qui puisse compenser les hydrogènes et les oxygènes que vous avez en trop d'un côté. Vous voyez encore ici sur cet exemple que les électrons sont du côté de Cr2O7-, c'est-à-dire l'espèce chromée chargée moins, et pas du côté de Cr3+, l'espèce chromée chargée plus. Encore une fois, ce ne sont pas les électrons, mais les H+, qui sont utilisés pour l'électroneutralité. Et en fonction des cas, les électrons vont se retrouver du côté de l'espèce chargée moins ou du côté de l'espèce chargée plus. Ça, on ne sait pas. Ce dont on est certain, c'est que dans l'équation, les électrons seront toujours du côté de l'oxydant. D'où l'intérêt de bien connaître et de bien maîtriser la notion de nombre d'oxydation. Vous pourrez vous entraîner sur cet exemple si vous préférez utiliser l'autre méthode avec les nombres d'oxydation, juste pour trouver le nombre d'électrons à placer pour compenser la différence de nombre d'oxydation. Dans Cr2O7-, on a 2 fois le nombre d'oxydation du chrome qui doit être égal à plus 12, donc le nombre d'oxydation d'un atome de chrome, c'est plus 6. Dans Cr3+, eh bien, le nombre d'oxydation, c'est plus 3. Comme j'ai 2 atomes de chrome à faire passer du nombre d'oxydation plus 6 au nombre d'oxydation plus 3, il va falloir que j'échange 2 fois 3 électrons, et donc 6 électrons. On retrouvera bien sûr à la fin exactement la même demi-équation d'oxydoréduction. Vous pourrez vous entraîner sur l'obtention de demi-équations d'oxydoréduction sur les couples de l'eau. Les couples de l'eau peut être à la fois l'oxydant dans le couple H2O, H2 gazeux, et peut être le réducteur dans le couple O2 gazeux, H2O. Alors le caractère réducteur de l'eau d'abord, la demi-équation d'oxydoréduction qui correspond, c'est O2 gazeux plus 4H+, plus 4 électrons donne 2H2O. Je vous laisse vous entraîner sur cette demi-équation d'oxydoréduction. Pour le caractère oxydant de l'eau, eh bien on va trouver que 2H+, plus 2 électrons donne H2 gazeux. Alors cette dernière demi-équation d'oxydoréduction est très singulière, puisque c'est le couple H2O, H2, et vous voyez que dans l'équation on ne retrouve pas H2O. En fait, si vous essayez d'équilibrer, eh bien vous allez vous trouver, si au départ vous écrivez l'équilibre entre H2O et H2, vous allez devoir rajouter du côté de H2 une molécule d'eau, et les molécules d'eau vont se simplifier. Ne reste que H+, des électrons et H2. Ainsi, on dit souvent que le couple H2O, H2 eh bien, est confondu avec le couple H+, H2 ou H3O+, H2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans H+ à queue ou H3O+, eh bien, l'eau est sous-jacente. Elle est comprise en fait dans ces ions H+ à queue ou H3O+. Et on a bien réduction de l'entité H3O+ en H2 ou réduction de l'entité H+ à queue en H2. Alors, à partir des demi-équations d'oxydoréduction, il va être très facile d'obtenir les équations redox. Je vais illustrer à partir de 2 équations de demi-réaction que l'on a déjà obtenues, la transformation de Fe3+ en Fe2+, et la réduction de Cr2O7- en Cr3+. Je vais appeler demi-équation A et demi-équation B, les 2 demi-équations qui correspondent aux réactions redox qu'on a écrites ici. Je vais me poser la question, quelle est la réaction de l'oxydation des ions Fe2+, par les ions Cr2O7-. Pour pouvoir écrire une équation d'oxydoréduction et plus des demi-équations d'oxydoréduction, eh bien, il va falloir combiner 2 demi-équations en éliminant les électrons, parce que les électrons n'existent pas dans l'eau.
Alors ce que je vais faire, je vais prendre la demi-équation A et je vais la multiplier par moins 6. Alors multiplier par 6, c'est multiplier tous les coefficients stéchiométriques par 6. Et avec un moins, ça veut dire que je vais inverser ce qu'il y a à droite et à gauche du signe égal. Donc si je multiplie la demi-équation A par moins 6, eh bien j'obtiens 6Fe2+. Et de l'autre côté du signe égal, 6Fe3+, plus 6 électrons. Pour ce qui est la demi-équation B, je vais la prendre telle qu'elle, multiplier donc par 1, et ensuite je vais faire la somme de ces deux équations, et la somme de ces deux équations va me permettre d'éliminer les électrons. J'obtiens au final l'équation globale, qui n'est plus une demi-équation, mais bien une réelle équation chimique, l'équation globale d'oxydation des ions Fe2+, par les ions Cr2O7-2-. Alors j'aurais très bien pu ne pas multiplier la demi-équation A par moins 6, mais par 6, et après il aurait fallu faire la différence et non pas la somme des équations. Dernière chose, telle que je l'ai écrite dans ce sens-là, en supposant qu'à gauche j'ai mes réactifs, c'est bien la réaction globale d'oxydation des ions Fe2+, qui s'oxydent en Fe3+, par les ions Cr2O7-2-, qui sont eux réduits en ions Cr3+. On va maintenant s'intéresser à la notion de potentiel redox. On va définir ou redéfinir ce que sont les piles qui vont nous être utiles pour introduire cette notion de potentiel redox, et on ira voir une formule qui permet de calculer le potentiel redox d'un couple d'oxydoréduction, qui est la formule de Nernst. Alors, les piles, quelques généralités sur les piles. La première pile a été fabriquée par un chimiste italien qui était Volta. Volta qui a donné donc son nom au volt et ainsi qu'aux piles voltaïques. En fait, le nom de pile vient que Volta avait fabriqué une pile à partir d'empilements d'anneaux métalliques. Aujourd'hui, les piles usuelles que vous connaissez, en particulier les piles alcalines, ressemblent guère à la pile de Volta, mais le fonctionnement reste le même. Selon votre cursus, pour l'ensemble, la grande majorité d'entre vous, vous avez fait un cursus scientifique où vous avez déjà représenté schématiquement des piles et vous avez en tête une représentation schématique dont je vais reparler dans ce chapitre ici, comme celle que j'ai décrite à droite. Une pile va être un générateur électrique qui résulte de l'association par une jonction électrolytique de deux demi-piles. Chaque demi-pile va être le siège soit d'une oxydation, soit d'une réduction. Si vous avez oxydation dans une demi-pile, vous avez réduction dans l'autre, et vice-versa. La jonction électrolytique, c'est juste quelque chose qui va permettre le passage des ions d'un compartiment à l'autre. Ça peut être un pont salin, une paroi poreuse, un électrolyte fixé dans un gel. Puisqu'on vient de définir les demi-piles en définissant la pile comme l'association de deux demi-piles, qu'est-ce qu'une demi-pile ? Une demi-pile, c'est l'ensemble constitué par les deux espèces oxydants et réducteurs d'un couple redox en contact avec un conducteur. Éventuellement, le conducteur peut être l'une des deux espèces, soit l'oxydant, soit le réducteur du couple considéré. On va appeler électrode le conducteur qui va assurer la jonction avec le circuit extérieur. C'est ce qui est représenté en bleu, la barre bleue qu'il y a sur ma représentation schématique de la demi-pile. Des exemples de demi-piles, ça peut être par exemple une lame d'argent qui plonge dans une solution contenant des ions Ag+. Les ions argent sont oxydants, la lame d'argent est réductrice, et le couple, c'est le couple Ag+Ag. Autre exemple, un fil de platine qui est un métal noble, c'est-à-dire extrêmement peu réactif, plongeant dans une solution contenant à la fois l'oxydant et le réducteur d'un couple, qui sont ici les ions Fe3+, et Fe2+. Donc, mon oxydant et mon réducteur, dans cet exemple, sont en solution. Alors que dans l'exemple précédent, j'avais le réducteur qui était l'électrode et l'oxydant qui était en solution. Dernier exemple, fil de platine plongeant dans une solution d'acide chlorhydrique dans lequel barbote du H2 gazeux. Le fil de platine est juste là pour faire la jonction électrique. C'est le métal noble. Le couple oxydant-réducteur, ça va être les ions H3O+, pour la solution d'acide chlorhydrique. Et puis, le réducteur va être H2 gazeux qui barbote dans cette solution. On retrouve en fait le couple de l'eau, H3O plus H2 ou H2O H2, le couple dans lequel l'eau est l'oxydant. Une petite remarque de vocabulaire. Dans une pile, lorsqu'on a une oxydation, l'électrode est appelée l'anode.
lorsqu'on a une réduction, l'électrode est appelée cathode. Je vous donne un petit moyen mnémotechnique qui a fait ses preuves pour retenir où est-ce qu'on a l'anode, où est-ce qu'on a la cathode. L'anode est à l'oxydation, la cathode est à la réduction. Nous allons maintenant parler de la force électromotrice d'une pile, que l'on note FEM. La force électromotrice d'une pile, qu'on peut noter également E, est la différence entre les deux potentiels des électrodes de la pile à courant nul. Les deux potentiels, un potentiel, c'est une notion physique que vous avez déjà rencontrée dans votre cursus et qui donne naissance en particulier à la notion de tension, une tension étant une différence de potentiel. Donc en fait ici, puisque la force électromotrice d'une pile, c'est la différence entre deux potentiels, la force électromotrice est également une tension. Ça se mesure donc avec un voltmètre à haute impédance. Lorsque tous les constituants de la pile sont dans des conditions standards, la force électromotrice E va être ce qu'on appelle la force électromotrice standard qui va être notée E0. Alors c'est quoi tous les constituants de la pile? Qu'est-ce que ça veut dire tous les constituants de la pile dans des conditions standards? Un système va être dit dans les conditions standards lorsque les activités de tous ces constituants vont être égales à 1. Maintenant que nous avons dit ces généralités sur les piles et les demi-piles, nous allons pouvoir définir la notion de potentiel redox. Le potentiel d'oxydoréduction d'un couple que l'on note E, qui est appelé aussi potentiel d'électrode ou potentiel redox, et c'est la nomenclature que j'utiliserai le plus souvent, est égal à la force électromotrice d'une pile dans laquelle une des demi-piles est celle du couple redox considéré, et l'autre demi-pile est une demi-pile de référence qui est dite électrode standard à hydrogène, que l'on note ESH. Alors l'électrode standard à hydrogène, c'est une lame de platine qui plonge dans une solution de pH égale 0 mais qui se comporte comme une solution diluée et dans laquelle barbote du dihydrogène H2 gazeux à la pression de 1 bar. C'est donc le couple H3O+ H2, c'est-à-dire un des couples de l'eau. Alors cette électrode est une électrode théorique car on impose comme condition pH égale 0, donc concentration en H3O+ est égale à 1 mol par litre, et comme autre condition, le fait que la solution soit infiniment diluée, ce qui est en fait en contradiction avec le fait que la concentration en H3O+ soit égale à 1 mol par litre. Et donc c'est pour ça que cette électrode standard à hydrogène est une électrode théorique. À partir de cette notion de potentiel redox, on va définir la notion de potentiel standard qu'on note E exposant 0, l'exposant 0 étant relatif justement au fait que l'on ait une grandeur standard. Le potentiel standard, ça va être le potentiel redox du couple que l'on considère lorsque tous les constituants de la demi-pile du couple redox sont dans leur état standard. Il est nécessairement défini à pH égale 0, puisque pour que le système soit dans son état standard, il faut que l'activité de H3O+ soit égale à 1, donc pH égale 0. Et le potentiel standard, il dépend pour un couple donné de la température. Une petite remarque sur la définition des constituants standards. Vous verrez en biochimie que les biochimistes définissent d'autres conditions standards qui sont plus proches des conditions physiologiques. Et en particulier, les conditions standards biochimiques, c'est pour une température donnée, 37 degrés, et pour un pH égal à 7. Les conditions standards de chimie, c'est pour un pH égal à 0. Ensuite, on ne définit pas la température, on peut avoir pour chaque température un état standard. C'est une petite remarque, et en biochimie, vous verrez qu'on précisera que les conditions standards sont biochimiques, en notant non pas les grandeurs uniquement avec un exposant 0, mais en rajoutant un prime. C'est-à-dire que les potentiels standards dans des conditions standards biochimiques seront notés E0'. Voyons maintenant l'origine des potentiels standards. Par convention, et pour toute température, on va poser que le potentiel standard du couple H plus H2, c'est-à-dire le couple de l'eau, est égal à 0. Ça revient à dire que le potentiel redox de l'électrode standard à hydrogène est égal à 0. Quelques exemples de potentiels standards. À partir donc de cette convention, H plus H2, potentiel standard égal à 0.
Donc le potentiel redox comme le potentiel standard sont des grandeurs qui s'expriment en volts. Et les valeurs peuvent varier d'environ plus 3 à moins 3. Vers les hauts potentiels standards, on va trouver les oxydants de plus en plus forts. Alors que vers les bas potentiels standards, on va trouver les réducteurs de plus en plus forts. Ainsi, le lithium Li, le magnésium Mg, l'aluminium Al vont être des réducteurs puissants. A l'inverse, F2, le difluor H2O2, qui est le peroxyde d'hydrogène ou l'eau oxygénée MnO4- sont eux des oxydants puissants. On va maintenant voir la formule de Nernst qui va nous permettre, pour n'importe quel couple d'oxydoréduction, de calculer son potentiel redox. Alors, si je considère la réaction, oxydant plus un électron donne réducteur, avec éventuellement des coefficients stéchiométriques que j'ai notés ici, alpha pour l'oxydant et bêta pour le réducteur. L'équation de Nernst s'écrit que le potentiel du couple que je suis en train de considérer est égal à son potentiel standard plus un terme qui est RT sur NF fois le logarithme népérien de l'activité de l'oxydant élevée à la puissance son coefficient stéchiométrique divisé par l'activité du réducteur élevée à la puissance de son coefficient stéchiométrique. Dans cette expression, R c'est la constante des gaz parfaits, T c'est la température en Kelvin, N c'est le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur, et F c'est ce qu'on appelle la constante de Faraday. L'équation de Nernst est définie à partir des activités, et bien sûr l'activité on va la prendre égale à 1 pour les solides et pour le solvant, et on va la confondre avec la concentration si on a des solutés, et ce sera la pression partielle si jamais on a des gaz. Pour les valeurs de R et de F, je vous rappelle que R c'est 8,314 joules par Kelvin et par mol, F c'est 96 500 coulombs par mol. Il n'y a pas besoin d'avoir la valeur de F en tête, la valeur de R par contre est une valeur qu'on utilise tellement souvent qu'il est bon d'avoir en tête. Je vous rappelle aussi la conversion Kelvin-degré, une température en Kelvin c'est 273,16 plus la température en degrés. Autre écriture de l'équation de Nernst qui est strictement équivalente, puisque j'ai ln de x qui est égal à moins ln de 1 sur x, je peux écrire que E, c'est le potentiel standard, moins RT sur NF, logarithme népérien de l'activité du réducteur puissance son coefficient stéchiométrique bêta sur l'activité de l'oxydant puissance son coefficient stéchiométrique alpha. J'ai précisé dans la formule de Nernst que le E0 était relatif au couple oxydant-réducteur que je considérais. Le potentiel E, je ne mets rien en indice, de manière à ce que l'on voit bien quelque chose que je redirai tout à l'heure, qui est que pour une solution donnée à l'équilibre, on a unicité du potentiel. Tous les couples oxydant et réducteur de la solution, lorsqu'elle est à l'équilibre, ont le même potentiel E, et le potentiel E n'est pas une grandeur propre au couple, contrairement au E0, qui est une grandeur propre au couple que l'on considère. Alors, une remarque qui sera éclairée par la suite lorsque j'illustrerai l'application de la formule de Nernst, mais on a déjà vu en équilibrant les demi-réactions d'oxydoréduction qui pouvaient apparaître dans les équations des ions H3O+, ou des ions H+, en fonction de comment on l'écrit. Ces ions H3O+, ou ces ions H+, doivent être intégrés dans la formule de Nernst. Ils vont apparaître dans la formule de Nernst, on verra sur les exemples comment. Mais je ne vais pas, lorsque j'écris ici la formule de Nernst pour un oxydant quelconque et un réducteur quelconque, alourdir le formalisme mathématique un peu abstrait en ajoutant des H3O+, parce que les H3O+, on va voir encore une fois quand on va illustrer avec les exemples, ça s'ajoute au cas par cas, c'est en fonction de comment est écrit l'équation bilan qu'on va savoir où ajouter les H3O+, dans la formule de Nernst. Alors, cette formule de Nernst est souvent utilisée avec des approximations numériques. En fait, à 25 degrés, c'est-à-dire à peu près 298 Kelvin, il se trouve que le terme RT sur F est égal à 0,0256. Donc voilà une autre écriture que l'on peut trouver pour la formule de Nernst. Mais encore plus simple, c'est le fait que le logarithme népérien de x, ce soit le logarithme de 10 fois le logarithme décimal de x, et que c'est égal
à 2,3 fois le logarithme décimal de x. À 25 degrés, on va donc transformer ce 0,0256 ln de quelque chose en 0,059 log de ce quelque chose, sachant que 0,059 c'est 2,3 fois 0,0256. On va faire l'approximation que 0,059 c'est environ 0,06 et la forme la plus courante de l'équation de Nernst, c'est d'écrire que le potentiel, c'est égal au potentiel standard, plus 0,06 sur n, le nombre d'électrons échangés, fois log de l'activité de l'oxydant puissance son coefficient stéchiométrique divisé par l'activité du réducteur puissance son coefficient stéchiométrique. Donc on va illustrer sur plusieurs exemples concrets l'écriture de la formule de Nernst. Cette diapositive est une diapositive très importante. Il faut que vous sachiez écrire l'équation de Nernst associée à une demi-réaction redox. Il faudra d'abord bien sûr trouver l'équation redox correspondante. On va illustrer sur 5 demi-équations redox, les deux dernières dans lesquelles interviennent des H+ ou des H3O+, vont nous permettre d'illustrer comment on va intégrer ces H3O+ à la formule de Nernst. Alors, pour la première équation, donc pour le couple Fe3+, Fe2+, j'ai un électron échangé, Fe3+, et Fe2+, sont des solutés en solution aqueuse. Voilà comment s'écrit l'équation de Nernst, c'est le E0 du couple, plus RT sur F, ln du rapport des concentrations, puisque on est en solution aqueuse, il n'y a pas de coefficient stéchiométrique devant Fe3+, pas de coefficient stéchiométrique devant Fe2+, et donc ça c'est égal au potentiel de la solution. C'est bien RT sur F, on ne divise pas par un nombre d'électrons, on divise par un nombre d'électrons qui est égal à 1. On peut faire l'approximation numérique dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire dire que cette expression, c'est environ le E0 du couple plus 0,06, logarithme décimal, cette fois, du rapport des concentrations. Même chose sur le deuxième exemple, pour le couple Cu2 plus Cu. Alors qu'est-ce qui va changer ? Ce qui change, c'est juste qu'il y a cette fois 2 électrons échangés, et puis également que le cuivre, j'ai pris la peine de le préciser, est sous forme solide. Donc son activité, ça va absolument pas être la concentration du cuivre, mais la concentration du cuivre n'est pas définie, son activité c'est 1. Et en fait, il n'y a que pour Cu2+, qu'on va faire apparaître l'activité qui là va être égale à la concentration. Donc avec exactement le même formalisme, le E, c'est le E0 du couple plus RT sur 2F, ln de la concentration des ions Cu2+. Et je peux écrire exactement la même chose avec l'application numérique, le fait que RT sur F, ln de quelque chose, ce soit égal à 0,06 log de quelque chose si on est autour de 25 degrés. Troisième exemple, avec cette fois une espèce gazeuse, Cl2 gazeux, on a 2 électrons ajoutés, et puis Cl2 est réduit en Cl-. Alors ce qui va changer ici, c'est que comme Cl2 est sous forme gazeuse, son activité ce sera sa pression partielle, et ce qui va également changer, c'est le fait qu'on ait 2 Cl-, donc un coefficient stéchiométrique 2 devant le Cl-, qui va être, dans la formule de Nernst, en puissance de l'activité de Cl-, et l'activité de Cl-, ça va être sa concentration, puisque c'est en solution aqueuse. Et comme dans le cas qu'on a fait juste avant, le cas du cuivre, on a 2 électrons échangés qui vont apparaître au niveau du terme RT sur NF, le 2 ça va être le N, dans l'équation de Nernst. Donc s'affiche l'application pour le couple Cl2-Cl- de cette équation de Nernst, donc qui reprend un petit peu tout ce que j'ai dit, sous 2 formes, avec le RT sur F ln ou le 0,06 log. Alors les deux derniers exemples, ceux dans lesquels on a des H+ dans l'équation bilan, ces H+ vont devoir être intégrés à la formule de Nernst. On va les intégrer comment ? Mais déjà, leurs coefficients stéchiométriques vont avoir une importance. Dans la première équation, le coefficient stéchiométrique de H+, c'est 14, dans la deuxième, c'est 8. C'est-à-dire qu'on va intégrer avec l'activité de H+, à la puissance, soit 14, soit 8, en fonction de la première ou la deuxième équation. L'activité de H+, ça va bien sûr être la concentration de H3O+. Et puis, où on va les mettre dans l'équation de Nernst ? La concentration de H3O+, puissance 14 ou puissance 8, va multiplier dans l'équation de Nernst l'activité soit de l'oxydant, soit de réducteur, en fonction d'où
et de quel côté dans l'équation sont situés les H+. Ici, dans ces deux exemples, les H+, sont situés, lorsque j'écris la demi-équation d'oxydoréduction, du côté des oxydants, du côté de Cr2O7 de- dans le premier cas, du côté de MnO4- dans le deuxième cas. Et donc, on va les retrouver dans l'équation de Nernst du côté de l'oxydant, c'est-à-dire au numérateur si je mets un plus RT sur NF. Donc application avec le premier exemple, Cr2O7 de- et Cr3+, c'est en solution aqueuse, donc on va confondre activité et concentration. Le Cr3+, doit être au carré, sa concentration doit être au carré puisqu'il y a coefficient stéchiométrique 2. Et vous voyez ici que j'ai bien fait apparaître un H+, puissance 14, donc concentration de H3O+, en fait. Puissance 14 puisque c'est le coefficient de H+, dans l'équation, et je multiplie bien ça par l'activité, donc la concentration de Cr2O7 de- parce que c'est du même côté dans l'équation bilan. Dans cette équation, j'ai aussi divisé RT sur F par 6 puisque j'ai 6 électrons échangés. Dernier exemple où je vais écrire pour le couple MnO4- Mn2+, l'équation de Nernst sous forme d'application numérique avec le 0,06 sur le nombre d'électrons échangés log du produit des activités. Ce qui va changer ici, c'est que j'ai 5 électrons échangés, on va diviser par 5, que la concentration en H3O+, va être puissance 8 et puis puissance 14. Bon, MnO4- et Mn2+, pas de problème, c'est en solution aqueuse, on va confondre activité et concentration. Donc voilà comment s'écrit le potentiel d'une solution qui contient à la fois des ions MnO4- et des ions Mn2+. Cette dernière demi-équation d'oxydoréduction entre le couple MnO4- Mn2+, c'est encore un bon exemple sur lequel vous pouvez vous entraîner pour l'écriture des demi-réactions d'oxydoréduction. Bon, voilà sur cette diapositive longue mais complète, diapositive qu'il faut savoir maîtriser parce qu'il faut savoir écrire des formules de Nernst associées à des couples d'oxydoréduction et donc associées à une écriture d'une demi-équation redox. À partir de cette notion de potentiel redox et de potentiel standard, on va pouvoir prévoir les réactions d'oxydoréduction. On va aller voir l'évolution d'un système comportant plusieurs couples redox et on va énoncer, de la même manière que pour les réactions acido-basiques, une règle du gamma pour les réactions d'oxydoréduction. Au niveau de l'évolution d'un système comportant plusieurs couples redox, je considère un couple OX1 RED1 et un couple OX2 RED2. Ces espèces sont en solution et on imagine que l'on calcule par l'équation de Nernst le potentiel de chaque couple. Je note E1, le potentiel du couple OX1 RED1 et E2, le potentiel du couple OX2 RED2. Il va se produire une réaction entre les oxydants et les réducteurs. Ici, j'ai écrit l'équation bilan, mais avec cette écriture, je ne préjuge pas du sens dans lequel se fait la réaction. Je ne sais pas si c'est l'OX1 qui va oxyder RED2 ou à l'inverse, si c'est OX2 qui va oxyder RED1. La réaction spontanée qui va se produire va être en fait la réaction de l'oxydant du couple de potentiel le plus élevé avec le réducteur du couple de potentiel le plus faible. Imaginons par exemple qu'après calcul par l'équation de Nernst, on ait E1 supérieur à E2. Alors, l'oxydant 1 va se réduire en réducteur 1 de manière à ce que le potentiel E1 diminue. Ça se voit très bien avec l'équation de Nernst. De la même manière, le réducteur 2 va s'oxyder en OX2 de manière à ce que E2 augmente. En fait, la réaction va se poursuivre tant que les deux potentiels sont différents. Et elle va s'arrêter dès lors que l'on a égalité des potentiels. Donc ça, je vous l'avais précisé sur une diapositive précédente. En fait, l'égalité des potentiels E va traduire l'état d'équilibre d'une solution. Et on a réaction entre les oxydants et les réducteurs dans une solution aqueuse parce qu'au départ, on introduit des quantités de matière qui sont telles que l'ensemble de potentiels ne sont pas égaux. Comme en acido-basicité, il existe une règle du gamma pour l'oxydoréduction. Alors, l'évolution spontanée ou non spontanée, dans l'autre sens de la réaction, est liée à la différence de potentiel delta E. Et en fait, c'est le quotient de réaction qui est lié à cette différence de potentiel delta E. Et puis K0, ça va être lié à la différence de potentiel standard delta E0. La comparaison des E0 va donc nous permettre de dire si la réaction est plus ou moins favorable. Car, je vous rappelle que plus K0 est grande, plus la réaction est favorable. Même si, je le rappelle, pour être certain
du sens de l'évolution, il faudrait pouvoir comparer le quotient de réaction et K0. Mais déjà, avoir la valeur de K0, savoir si c'est une grande valeur ou une petite valeur, ça nous donne une idée du sens dans lequel le système va pouvoir évoluer. Donc juste en comparant les potentiels standards de deux couples, on va pouvoir savoir si une réaction va être plus ou moins favorable. Pour qu'une réaction soit favorisée, il va falloir qu'elle se fasse entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. L'oxydant le plus fort, c'est l'oxydant du couple de E0 le plus élevé. Et le réducteur le plus fort, c'est celui du couple de E0 le plus faible. On retrouve ici la règle du gamma, de la même manière qu'en acidobasicité, si notre échelle de E0 est orientée vers le haut, avec les oxydants à gauche et les réducteurs à droite. Alors je reprends le tableau que j'avais déjà donné diapositive précédente, et dans ce tableau, on a à gauche vers le haut des oxydants de plus en plus forts, et puis à droite vers le bas des réducteurs de plus en plus forts. Et ceci, c'est à relier avec les valeurs des potentiels standards qui viennent de s'afficher. Alors comme illustration d'évolution spontanée ou non d'une réaction, eh bien je peux me poser la question, est-ce que la réaction de CR2O7-, qui est l'ion dichromate avec l'éthanol CH3CH2OH, va être une réaction favorisée ou pas? Eh bien, si on la fait dans ce sens-là, on fait réagir effectivement un oxydant puissant avec un réducteur puissant. Dans l'autre sens, la réaction ne serait pas faite. C'est-à-dire, si vous faites réagir Cr3+, sur CH3COH, la réaction ne se fait pas. Par contre, elle va s'effectuer spontanément dans le sens CR2O7- plus CH3CH2OH. Ça va aboutir à la réduction des ions dichromates en ion chrome 3+, et à l'oxydation de l'éthanol en acide acétique. Cette réaction, c'est la réaction utilisée dans certains alcotesques. Quand vous soufflez dans un ballon et que vous avez un changement de couleur, en fait, c'est suite à l'oxydation de l'éthanol éventuellement expiré par les ions chromes. Les ions chromes sont de couleur orange. S'ils sont réduits par l'éthanol, ils se transforment en ions Cr3+ de couleur vert, et c'est ce changement de couleur qui permet de détecter la présence d'éthanol dans l'air expiré. Ainsi se termine donc ce chapitre sur les réactions d'oxydoréduction, et va se terminer également l'ensemble du cycle de chimie physique. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce dernier chapitre? Eh bien, le grand 1 est quelque chose de très important. Il définit tous les concepts, et en particulier toutes les définitions dont on se resserre par la suite. Au niveau du grand 2, il faut s'entraîner pour savoir équilibrer des demi-équations et des équations d'oxydoréduction. Au niveau du grand 3, la partie sur les piles est une partie informative, c'est juste une partie introductive à la notion de potentiel redox et de potentiel standard, qui sont là deux notions importantes. Et il faut également connaître la formule de Nernst sous la forme E0 plus RT sur NF ln de l'activité de l'oxydant à la puissance son coefficient stéchiométrique sur l'activité du réducteur à la puissance son coefficient stéchiométrique, mais également sous la forme E0 plus 0,06 sur N fois log des activités des oxydants et des réducteurs. C'est une approximation numérique qui est très largement et très couramment utilisée. Pour terminer, à partir des valeurs de 0, il faut savoir prédire le sens de réaction d'oxydoréduction. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre et j'en ai terminé avec le cycle de chimie physique. Je vous remercie de votre attention.